développement agricole. Vous avez un quart d'heure pour présenter l'essentiel de vos travaux. Merci. Bonjour, donc je remercie tout d'abord les organisateurs pour ce webinaire. Donc je me présente, Dr Asma Achour de l'université Doran Ahmed Ben Bella, je fais partie du département de biologie. Donc je vais vous présenter une conférence dont l'intitulé est Le gombo dans la perspective du développement agricole. Donc, tout d'abord, je vais essayer de vous familiariser avec l'espèce, le gombo Abemuscus esculentus. Tout d'abord, avant de vous familiariser avec cette espèce, donc je vais commencer avec une petite introduction. Il faut savoir que l'agriculture est l'un des principaux secteurs d'activité qui contribuent au développement socio-économique des populations. La culture maraîchère du gombo occupe une place importante dans certaines régions africaines et asiatiques. Il faut savoir qu'en Algérie, elle est pratiquée dans la région de l'Est. À l'ouest algérien, la culture du gombo est presque inexistante. Développer et moderniser des exploitations de gombo peut être une démarche intéressante, sachant que cette espèce a des intérêts socio-économiques non négligeables. Donc, premièrement, je vais essayer de vous présenter cette espèce, Abemuscus esculentus, appelée gombo, okra ou bien gnewia en arabe. C'est une espèce d'origine tropicale appartenant à la famille des Malvacées. Le gombo est une plante herbacée annuelle robuste à port érigé de 1 à 4 mètres de hauteur. Elle possède de grandes feuilles de type palmatique lobé. La tige va être cylindrique. La fleur, elle est axillaire et la corolle se colore en jaune, généralement. Pour le fruit, c'est une capsule de 3 à 7 cm de long. Elle peut contenir jusqu'à une centaine de graines. Les graines sont globuleuses à ovoïdes de 2 à 3 mm de diamètre. Quant à l'origine, Abemuscus esculentus est une plante cultivée d'origine controversée. Deux hypothèses s'affrontent quant à l'origine géographique d'Abemuscus esculentus. Certains auteurs suppose que l'un de ses ancêtres est Abemuscus tuberculatus, natif de Uttar Pradesh qui se situe au nord de l'Inde. Il suggère que cette espèce, Abemuscus esculentus, est originaire de cette aire géographique. Donc là, je vous présente quelques photos de l'ancêtre Abemuscus tuberculatus. Je peux dire aussi que sur la base de sa culture antique en Afrique orientale et à la présence de l'autre ancêtre, Abemuscus feculenus, d'autres suggèrent que l'ère de domestication d'Abemuscus esculentus est le nord de l'Égypte ou l'Éthiopie. Cependant, aucune preuve définitive n'est disponible aujourd'hui. Donc là, vous avez quelques photos de l'ancêtre Abemuscus feculenus. Donc, maintenant, je passe aux exigences pédoclimatiques. Le gombo a certaines exigences climatiques et pédologiques. Par rapport aux exigences thermiques, généralement, c'est une espèce qui nécessite des températures supérieures à 20 degrés. Je peux dire que les températures nocturnes basses sont néfastes à cette espèce. L'optimum de sa croissance est entre 26 à 28 degrés Celsius. Pour les exigences hydriques, il consomme l'équivalent de 8 mm d'eau par jour et on peut dire que cette espèce, elle va être sensible à la sécheresse. Pour les exigences édaphiques, donc c'est une espèce peu exigeante d'un point de vue
scientifique, mais simplement c'est une espèce qui aime les sols limoneux-sableux et les sols organiques. Je peux dire aussi que cette espèce est sensible à la salinité. Par rapport aux techniques de multiplication, la culture est réalisée par semis direct. Généralement, les agriculteurs utilisent 3 à 8 kg de semences par hectare de culture. Pour le cycle de vie, c'est un cycle de 3 mois généralement pour les variétés précoces et ça peut aller jusqu'à 1 année pour les variétés tardives. Pour la récolte du gombo, généralement le gombo est cueilli 4 à 6 jours après la nourrisson. On peut avoir un rendement de 12 à 15 tonnes par hectare. Par rapport aux maladies et aux insectes ravageurs, donc je peux dire que de toutes les plantes maraîchères cultivées, le gombo est probablement celle qui, avec la tomate, paye le plus lourd tribut aux maladies et aux ravageurs. Parmi les maladies, on peut citer les maladies virales qui provoquent le nanisme des plantes et réduisent la production. Donc, je peux citer comme maladie virale la mosaïque du gombo. Donc, la mosaïque du gombo caractérisée par une mosaïque du feuillage avec éclaircissement des nervures et panachures sur le fruit. Généralement, c'est une maladie qui va être transmise soit par des coléoptères, soit par des pucerons. Je peux aussi citer comme maladie virale l'enroulement foliaire du gombo. L'enroulement du gombo marque encore plus fortement les plants malades. L'épaississement des nervures provoque le recourbement des feuilles. Généralement, cette maladie, elle va être transmise par la mouche blanche. Pour le spectre phytosanitaire des cultures maraîchères, le spectre phytosanitaire des cultures maraîchères peut être aggravé par la présence des cultures environnantes et des mauvaises herbes infectées d'insectes ravageurs. Les insectes causent des dégâts énormes. Parmi ces insectes, chez le gombo, on retrouve le puceron noir, le puceron vert, les altices. Je peux aussi citer les jacides et d'autres insectes tels que la mouche blanche ou bien des chenilles qui peuvent causer des ravages, comme vous le voyez sur ces photos. Donc, ce sont des phytophages qui vont complètement ravager les cultures de gombo. Les maladies cryptogamiques causent aussi des dégâts énormes. Donc, je peux citer comme exemple la cercosporiose noire du gombo, comme vous le voyez sur la photo, la maladie du blanc, qui est aussi un champignon, comme vous le voyez ici sur un pied de courgette. Maintenant, je passe aux intérêts. Pour les intérêts, il faut savoir que le gombo est une plante de grande importance, surtout pour les pays de l'Afrique de l'Ouest. Son originalité est que toutes les parties de la plante sont cultivées, toutes les parties de la plante sont utiles, soit dans l'alimentation, soit dans la médecine, soit dans l'industrie. Sa tige contient des fibres de qualité intéressante utilisées pour la fabrication de papier, de carton et de cordes. Le gombo est surtout cultivé pour ses fruits. Il est consommé frais ou sec. Ses graines sont réputées riches en protéines et en huile linoléique. Les graines de gombo constituent une source d'huile à usage comestible. Les graines torréfiées de gombo sont aussi employées dans certaines régions comme substitut du café. Des études récentes reconnaissent des propriétés thérapeutiques au gombo. Il est considéré comme étant un neuroprotecteur. Il stabilise les niveaux du cholestérol, il stabilise le diabète et il est considéré comme un bon antioxydant. Au regard de sa composition, le gombo pourrait effectivement jouer un rôle essentiel dans la lutte contre la malnutrition.
Le gombo est pauvre en calories. Il présente des intérêts majeurs, à savoir sa teneur élevée en protéines, en vitamine C, en vitamine C et en calcium. En vitamine C, en calcium et en potassium. Maintenant, je vais vous donner quelques statistiques par rapport à la production mondiale du gombo. Selon les données de la FAO, cette carte représente la répartition des pays producteurs du gombo sur les différents continents. En Amérique du Nord, l'Alaska et les USA cultivent le gombo, ainsi qu'en Amérique centrale. Il y a aussi les pays de l'Afrique de l'Ouest qui le cultivent, dont le Mali, le Niger et le Nigeria, ainsi qu'en Égypte. On retrouve la culture du gombo au Proche-Orient et au Moyen-Orient, ainsi qu'en Asie du Sud-Ouest. Le diagramme suivant représente la production du gombo par continent. Donc, l'Asie prend la première place avec une production de 69,7% de la production mondiale, suivi par l'Afrique avec 29,4% de production mondiale. Donc, ce sont des données qui ont été obtenues entre l'année 1994 et l'année 2019. Donc, l'histogramme suivant représente les principaux producteurs du gombo dans le monde. Donc, je peux citer les trois principaux grands producteurs. On va avoir l'Inde, le Nigeria et le Soudan. Donc, l'Inde va prendre la plus grande part du marché. Le graphe suivant représente l'évolution des superficies de récolte du gombo en hectares entre les années 1994 et l'année 2019. Le graphe il est représenté en bleu. En rouge, on va avoir la production du gombo en tonnes toujours entre l'année 1994 et l'année 2019. Donc, d'après les données de la FAO, la surface consacrée à la culture du gombo ne cesse de croître, ce qui augmente la production de ce dernier. En tant que biologiste, je peux dire que la réussite du développement agricole d'une culture comprend deux composantes, le côté technique et le côté biologique. Trouver une solution pour les contraintes biotiques et abiotiques est un facteur déterminant pour le développement agricole d'une culture. Trouver des solutions pour les contraintes abiotiques et plus précisément face au stress hydrique et salin est une préoccupation majeure au sein de l'équipe de recherche dont je fais partie, afin d'améliorer la tolérance et la résistance du gombo du point de vue physiologique et biochimique. Depuis 2006, le gombo a fait l'objet d'un certain nombre d'études dans le cadre de magistère, de doctorat et même de master qui ont été concrétisés par un certain nombre d'articles scientifiques. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je donne la parole aux organisateurs.